Voilà, quel week-end formidable pour à la fois le lancement du nouveau numéro du magazine Histoire Magazine, avec en couverture 5 des chefs d'État les plus vilipendés dans les grands médias en Occident, c'est-à-dire en numéro 1 évidemment Vladimir Poutine, mais aussi Xi Jinping, Donald Trump, Mohammed Ben Salman, et qui n'est pas chef d'État Elon Musk, puisque c'est la couverture de ce numéro, et ce sont 5 chefs d'État dans la ligne de mire. C'était un week-end véritablement chargé, puisqu'il y a eu l'élection d'un nouveau pape, Léon XIV, on en parle dans cette vidéo avec Karl Brochu. Il y a eu également les cérémonies à la mémoire des héros et des 26 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale côté russe, donc c'était l'Union soviétique à l'époque. Et en parallèle, il y a eu une réunion à Kiev avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement européens autour de Zelensky. Donc il y avait le Polonais Donald Tusk, il y avait Starmer pour l'Angleterre, il y avait Merz qui était entre guillemets à sa première sortie depuis qu'il a été élu chancelier allemand au deuxième tour, et il y avait un peu en chef de file Emmanuel Macron. Je note qu'on a évoqué des images dans le train qui les ramenait vers l'Europe de l'Ouest depuis Kiev, où ils avaient l'air très festifs, une énorme polémique en fait sur leur attitude, avec un mouchoir ou je sais pas quoi qu'il y avait sur la table et une petite touillette ou je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça c'est ridicule, c'est à se demander à quoi ils jouent, mais également à quoi jouent toutes les personnes qui discutent de ça, alors que ça fait des mois qu'on sait tous que la plupart des chefs d'État occidentaux sont drogués, et qu'il faudrait, comme je le dis dans cette vidéo qui a maintenant 2 jours, faire des tests antidopage, puisqu'après tout, pour les citoyens, vous pouvez être arrêté en voiture et on va vous tester. Pourquoi est-ce que les hommes politiques ne sont jamais testés? Ah oui, c'est vrai, ils sont parlementaires, c'est comme pour les passes vaccinaux ou autres, il faut bien séparer les pouvoirs, et donc eux peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Enfin, eux, quand ils sont proches du pouvoir dominant. On remarque des pressions de plus en plus vives, de plus en plus de personnes qui déplaisent au gouvernement actuel et à ses positions ont des visites le matin ou ont des convocations dans des commissariats pour avoir à s'expliquer de tweets, de mots, de citations qui sont reprises. C'est tout bonnement scandaleux. Alors, pendant le week-end, j'ai fait pas mal de rencontres, pas mal de conférences, beaucoup d'heures qui vont être publiées dans les prochains jours. Il y a à peu près 5 ou 6 heures de différentes conférences, questions-réponses. Merci beaucoup, un très bel accueil également pour ce nouveau numéro du magazine Histoire Magazine. Vraiment, je vous invite vivement à aller l'acheter en kiosque, ou à commander, ou à vous abonner. D'abord, c'est indispensable pour que le magazine ait un avenir, puisque c'est véritablement une mission de sauvetage, pas délicate, parce que il y a une belle équipe dans ce magazine, mais il y a la nécessité véritablement de lui donner un second souffle, et je compte sur vous pour y aider. J'ai également publié au cours des derniers jours de nombreuses lettres, donc j'ai pas arrêté de travailler. Mais comme je dis aux gens qui me disent « mais comment tu fais ?» Eh bien, je le fais avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'énergie, parce que vous me le rendez très nombreux avec vos commentaires, avec vos remarques, avec vos emails, avec les rencontres que j'ai de personnes qui parfois n'osent pas écrire parce qu'elles sont pas sûres de pas me déranger, etc. Et que je croise dans les réunions, qui m'envoie des petits messages par courrier, parce que je suis ravi de recevoir des lettres. Donc si vous voulez m'envoyer des lettres, n'hésitez pas à me demander mon adresse à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, pour m'écrire. Je ferai des conférences à nouveau
dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est surtout à Paris que je vous invite à venir à ma rencontre. C'est très facile, hein, pareil, bertrand@55bellechasse.com. En attendant, bonne vidéo, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de continuer à découvrir ma lettre Substack et de vous y abonner si vous en avez la possibilité de prendre un abonnement payant. C'est vraiment important, mais je pense que vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas parce que ça me donne beaucoup d'énergie et parce que vous aurez vraiment le sentiment de participer à une merveilleuse aventure. Également, si vous voulez découvrir du bon miel, n'hésitez pas. J'aurai beaucoup d'autres nouvelles à vous annoncer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En attendant, je continue à analyser l'actualité de façon froide. Alors même si mes thèmes eschatologiques continuent à être assez surprenants pour beaucoup de monde, eh bien, je vous invite à découvrir et à avoir un regard plus attentif à ces choses-là. En tout cas, bonne vidéo et à très bientôt. Merci beaucoup. Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you were, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations. Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie? Bertrand Chalère, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Karl, et merci de continuer à m'inviter chaque dimanche. C'est également un rendez-vous que je ne peux pas envisager de rater. C'est tout à mon honneur, puis à l'honneur des Québécois qui, de plus en plus, apprécient ton passage à tous les dimanches après-midi, nous ici. Et écoute, on va commencer par un sujet léger, mais qui fait jaser beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux. C'est cette fameuse vidéo où il y a des choses étranges qui se passent à l'arrivée de Monsieur Starmer dans une réunion dans un train, je crois. Tu vas nous en parler par la suite, mais je veux qu'on passe ça à l'écran pour qu'on puisse ensemble apprécier ce vidéo. On y va. Là, on vient de cacher un petit colis. Ça peut être un mouchoir, on ne sait pas trop. Mais l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est Merz à la gauche de Macron, qui va aussi cacher un instrument. Et toute la question est là, de quoi s'agit-il? C'est-tu un stylo? Ça m'apparaît très petit et très courbé. Et certains, sur le site de Mme Christine Devier-Joncourt, comparent ça à une cuillère ou quelque chose là pour la cocaïne.
Hein? Effectivement. Alors, moi, c'est des images que j'ai vues vaguement, parce que pour ceux qui me suivent, depuis 3 jours, c'est un marathon. Je suis en Bretagne. Alors, je suis là pour... alors, j'en profite pour faire de la pub pour le lancement du nouveau numéro d'Histoire Magazine, qui est un peu une nouvelle formule. Il fait 132 pages et la couverture est vraiment à propos, en fait. Quand on a décidé en février cette couverture, il y avait pas mal de doutes parmi les personnes qui choisissaient, et aujourd'hui, ça paraît être la couverture parfaite avec ce que Trump dit depuis ce week-end. Donc ce week-end, j'ai beaucoup couru, j'avais beaucoup de conférences, beaucoup de rendez-vous dans cette belle région qu'est la Bretagne, donc entre quasiment la Baule et Quimper. Donc c'est plus de 250 km. Et donc j'ai continué à suivre l'actualité avec beaucoup d'intention. Et j'ai vu ça, c'était Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, donc qui n'est pas quelqu'un qui a la réputation de complotiste dont elle ne parle pas, mais elle s'est fait écho de ça, et elle s'en est fait écho véritablement en parlant d'utilisation de drogue par des chefs d'État ou de gouvernement à Kiev au cours du week-end. Et elle dit pas ça à la légère, parce qu'en fait, cette image, effectivement, est troublante. C'est sans doute un mouchoir en papier. On ne sait pas ce qu'est l'objet de Merz. Mais il y a une accumulation de preuves, tu vois, de manière de se moucher, de se toucher le nez, les yeux, etc., au cours des mois, que ce soit pour Zelensky, pour Macron et pour d'autres, qui font que de plus en plus de personnes s'interrogent sur l'usage de stupéfiants parmi les chefs, un certain nombre de chefs d'État. Et en particulier, c'est quelque chose qui est très récurrent concernant Emmanuel Macron. Donc c'est triste, hein. On sait qu'on a eu des chefs d'État français qui étaient extrêmement portés sur le sexe. Hein. Chirac était appelé 30 secondes douche comprise. Sous-entendu, il était vraiment un chaud lapin, mais très rapide, entre guillemets, dans l'acte. Pour Emmanuel Macron, je vais même pas en parler parce que c'est trop corrosif, en fait, de parler de sa vie intime, mais des moments comme ça, où il y a ces images assez surprenantes, ces gestes qui sont troublants, en marge d'une réunion qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce qu'en réalité, ils étaient censés faire un événement le 9 mai, et le truc est complètement tombé à l'eau, et donc ils font ces réunions dans un wagon de train. Parce que tout ça se passe dans un wagon de train. Il faut bien voir aussi le côté absurde de cette situation. Ils sont pas... et donc... qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi ils cachent ça comme ça? En quoi c'est gênant d'enlever un mouchoir de la table? Et que cache également Merz? On a l'impression d'une bande de copains qui font un sale coup. Mais vraiment. Enfin, tu vois, moi j'ai vu des photos là qui ont été présentées où il y a également le président polonais et Zelensky, et j'ai appelé ça les précieux ridicules. Parce que tout ça nous coûte des fortunes. Et c'est ridicule. Ça n'apporte absolument rien. Sauf que ça parasite les choses. Depuis ces images, Emmanuel Macron explique que il a parlé, en fait, dans la formulation, on a presque l'impression qu'il était avec Trump, et qu'il a dit, bon ben voilà, Trump était là, il est d'accord pour dire que les Russes doivent accepter un cessez-le-feu sans condition à partir de demain pour 1 mois. Évidemment, les Russes ont tout de suite dit non. Ils répètent non depuis le début, ils disent en revanche, on est prêt à entamer tout de suite des négociations de paix sans condition. Et si ça aboutit, évidemment, il y aura un moment, un cessez-le-feu. Mais ce sera suite à un certain nombre de discussions. Mais il est hors de question de cesser le feu maintenant, alors qu'il y a toujours des armes qui arrivent, des missiles qui sont envoyés, des attentats terroristes qui sont connus. Au cours des dernières semaines, il y a des généraux russes qui ont été tués par explosifs devant chez eux. Il y a eu des attentats terroristes très régulièrement qui visaient la Russie. Donc eux disent, nous, on n'arrêtera pas notre avancée, qui maintenant est véritablement... les Russes ont repris tout Koursk, toute la région de Koursk, etc. Donc ils veulent pas discuter de ça. Et donc la Turquie est d'accord pour être le lieu où ça se passe. Et les discussions pourraient commencer dès mardi ou mercredi. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette image,
si tu veux, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour que ça prenne de telles proportions, c'est qu'il y a au sein de la population, au sein des commentateurs politiques, des journalistes, et donc pour les Russes, une forte présomption d'usage de stupéfiants. Oui. Et c'est grave parce que il faut bien se rappeler que la consommation de certains stupéfiants est interdite et qu'elle est sanctionnée très gravement par la loi, même la consommation à titre personnel, hein, s'il s'agissait de cocaïne. C'est un crime sur quelque chose de pas. La possession et l'usage de drogues telles la cocaïne est interdit. Et là, la petite cuillère, comme tu l'as bien montré, pourrait correspondre à ça. Moi, j'ai pas d'avis, j'ai regardé ça superficiellement. Le seul avis que j'ai, c'est qu'il y a énormément d'images qui circulent et tout ça mis bout à bout depuis des années crée une présomption forte d'usage de drogue pour Zelensky, pour Macron et pour d'autres. Est-ce que c'est la réalité? Il faudrait qu'il y ait une enquête, il faudrait qu'il y ait... Tu sais, il y avait quelqu'un qui avait dit anecdotiquement, ce serait très intéressant de faire des tests de drogue avec les hommes politiques. Tu prends une mèche de cheveux et tu stupéfiant. Tu n'es même pas obligé de faire une prise de sang ou quoi que ce soit. Tu récupères un pen, tu récupères des cheveux et tu sais tout de suite si la personne est sous coke. Mais évidemment, personne ne veut le faire. Mais ce serait intéressant. Considérer que tous les 6 mois, il est obligatoire qu'un acteur politique d'un certain niveau, ministre, Premier ministre, président de la République ou les directeurs de cabinet clés, sont testés à la drogue. Puisque c'est interdit, il faudrait que la loi s'applique également à eux sur ces questions-là. Puisque quand il y a des doutes qui deviennent importants, eh bien, ça vaut le coup d'arrêter les doutes. Tu sais, il y a des doutes sur plein de questions. Et rien n'est fait pour arrêter les doutes, comme si c'était une manière de détourner l'attention. C'est pour ça qu'on ne va pas parler trop de ça. Ouais. C'est à la police, au parquet, aux autres hommes politiques, aux députés, de s'interroger. Mais comme d'habitude, quand ça concerne Macron, ça va être balayé par tout le monde. Voilà. Quand il y a des scandales financiers, quand il y a des scandales qui touchent quelqu'un d'autre, alors immédiatement, ça prend des proportions énormes. Mais tout ce qui touche Macron, c'est comme si rien ne devait l'atteindre. Et d'un seul coup, les hommes politiques de tous bords et les médias deviennent complices, en fait. Ils deviennent pompiers de tout ce que Macron allume comme un pyromane. Et le système le protège. Exactement, c'est ça aussi qui rend la venue d'une classe politique qui viendrait véritablement changer la donne. Ces gens-là, Bertrand, servent des intérêts, et tu nous le présentes de semaine en semaine, des intérêts de la haute finance. On voit que toutes les nations ont perdu leur souveraineté. Plus on approche d'une guerre totale, parce que là, parce que j'ai intitulé cette émission-là, Macron, Merz et Starmer, le trio de l'enfer qui nous mène droit vers le chaos. En plus, Trump semble avoir perdu un peu le leadership actuellement dans les négociations de paix en Ukraine. Ouais. On regarde aller ce trio-là de l'enfer, je l'ai appelé le trio de l'enfer. Commente ça un peu, c'est ces 3 personnages-là qui sont très minoritaires dans leur pays. Moi, je notais, entre autres, Starmer. On parle du 4e premier ministre du Royaume-Uni depuis le début du conflit en Ukraine. Non, mais même plus. C'est 6e ou 7e. Il y a eu May, etc. Ça n'arrête pas, en fait. J'ai tout oublié les noms. Là, je suis même plus capable de te dire les noms. Oui, ça va trop vite. Parce qu'il y a eu Boris Johnson, il y a eu May qui était juste avant. Enfin, il y a eu un Indien, il y a eu. En fait, pareil. C'est pour ça qu'en fait, ils sont devenus quasiment insignifiants, les premiers ministres anglais. Tu sais, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de connaissances des dossiers. C'est comme le nouveau Premier ministre au Canada. Il est apparu d'on ne sait où. Il n'a jamais véritablement fait de la politique. C'est un banquier et il a été placé là. Il a été élu sur un malentendu. Enfin, tout est fait dans un timing parfait.
pour que les Canadiens n'aient pas la possibilité de réfléchir au paquet cadeau qu'on leur offre, en fait. Et Bertrand, on a eu la preuve très claire quand Trudeau, il y a eu les menaces de Trump d'un 51e État. Il s'est pas adressé aux provinces puis à la population en commençant. Il a été consulté le roi Charles III. Et c'est là qu'on a vu, et c'est là qu'on voit, là, Starmer, Macron et Merz, tous des gens qui viennent du milieu banquier, qui répondent aux intérêts de ce groupe-là. Là. Ça devient de plus en plus clair. Et je pense que tu peux nous éclairer beaucoup là-dessus aussi. C'est ça que j'ai remarqué, moi, au Canada. Carney prend ses informations auprès de la couronne britannique. C'est de plus en plus facile de comprendre, nous, comme Canadiens français, qu'on est encore une colonie britannique. On a essayé de le prouver de toutes les façons depuis plusieurs décennies, mais là, ça devient de plus en plus évident. Et tous ces gens-là sont très endettés aussi, Bertrand. Je vais peut-être juste revenir un peu avant. Il y a quelques minutes, tu nous dis, voilà, le titre de l'émission, c'est Macron, Merz et Starmer, le trio de l'enfer. Donc déjà, Merz vient à peine d'arriver et juste à titre indicatif, il est le premier chancelier allemand à ne pas être élu au premier tour. C'est-à-dire qu'il est désigné et il ne reçoit pas le vote de confiance pour devenir vraiment chancelier. Il lui manquait, je crois, 10 voix ou quelque chose comme ça. Donc il a fallu un second tour. Et encore une fois, c'est un second tour où tu vois que finalement les règles des puissants ne sont pas celles normales. Il aurait fallu attendre un jour. Et là, pour éviter qu'aux 20h, que ce soit en France ou en Allemagne, les 20h disent Starmer est élu, et puis ils ont refait un vote dans la foulée où il a gagné. Et donc tout ça, c'était fait pour faire oublier qu'il était vraiment un Premier ministre avec une défiance forte, y compris au sein des partis qui sont censés voter d'une seule voix en sa faveur. Ça veut dire que les gens n'aiment pas le discours belliciste qu'il a. Mais pourtant, il est au pouvoir parce que finalement, ils ont tous fait un compromis et ils ont accepté. Un peu comme avec Macron, qui est très minoritaire, mais qui, par des compromis, réussit à se maintenir au pouvoir. Et pour Starmer, c'est encore pire. Mais qu'est-ce qui les caractérise, ces trois pays? C'est, petit 1, Starmer et Macron sont les chefs d'État nucléaires. C'est des pays qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU et qui sont des puissances nucléaires historiques. Il n'y a pas que 5 puissances nucléaires, mais ce sont des puissances nucléaires historiques avec un grand nombre de bombes atomiques, des sous-marins nucléaires atomiques qui se baladent en permanence dans les océans, et une capacité de nuisance par leur diplomatie, par les systèmes financiers qu'ils représentent. La City de Londres, c'est extrêmement important, mais surtout à Londres, il y a les compagnies d'assurance et les compagnies de réassurance. Et donc quand on avait vu les sanctions sur les Russes, le plus haut niveau de sanctions, c'est quand ce sont les assurances qui ont attaqué les compagnies russes, et en particulier les navires affrétés par les Russes. La France, on voit, j'ai évoqué que Starmer et Merz sont vraiment des jeunes dans la scène politique internationale. Ils sont arrivés tardivement, récemment, alors que Macron fait figure de patriarche quasiment. Il est celui qui est là avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, avant l'opération spéciale russe, pendant l'opération spéciale russe. Depuis que les Russes avancent, ils sont vraiment en train de reprendre totalement le Donbass. Ils ont repris course et maintenant ils vont vraiment avancer petit à petit en Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine cède complètement aux demandes initiales russes. Et mais donc ils ont vécu Biden et le retour de Trump qui avait promis la paix très rapide qui n'arrive pas. Ça fait plus de 100 jours que Trump est là et il n'a pas obtenu d'imposer à l'Ukraine des conditions de paix tout à fait raisonnables demandées par la Russie. Parce que, comme tu l'as dit, Trump avait un peu perdu la main en acceptant de faire participer aux décisions et aux négociations Zelensky. En faisant ça, il a redonné la main à Macron, Starmer et Merz pour créer un pool de pays autour de l'Ukraine, de l'OTAN. Et face à eux, en fait, Trump a été complètement déboussolé, il faut le reconnaître. De la même manière, par rapport à la Chine ou par rapport à ce qui se passe avec Netanyahou, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure.
et comment Netanyahou a réussi vraiment à ouvrir les yeux à Trump sur le fait que c'est quelqu'un d'extraordinairement dangereux, de la même manière que Macron l'a fait. Donc ces gens-là sont, comme il l'indique, un trio de l'enfer, parce que c'est possiblement l'enfer nucléaire, et dans le cas de l'Allemagne, c'est peut-être un autre enfer, puisqu'on a vu que l'Allemagne était extraordinairement impliquée dans quoi? Dans les questions Covid. Puisqu'en réalité, le vaccin Covid, c'est BioNTech, c'est une boîte allemande. On oublie souvent ça. Et le vaccin, les injections Moderna, c'est en fait la copie conforme avec un dosage différent de ce qu'a fait cette boîte BioNTech. Et donc, on peut se demander que fait l'Allemagne, comment l'Allemagne s'est retrouvée au cœur de cette fausse solution pour le Covid. Et quelle était la place de l'Allemagne et pourquoi l'Allemagne est si influente dans ce domaine. Et alors évidemment, je ne vais pas faire de lien avec l'Allemagne nazie, toutes les expériences, etc. Mais d'autres le font et ça vaut le coup de creuser. C'est toujours intéressant de regarder en fait les similitudes historiques. Pareil, au niveau de Wuhan, eh bien, on a un lien très fort avec l'Institut Pasteur et les Français. On est également dans ce trio de l'enfer médical, comme l'était l'Angleterre avec AstraZeneca, qui est un vaccin qui a été extraordinairement controversé. Et il a été retiré du marché après avoir été quasiment imposé à tous les Anglais. Donc on voit qu'on a un trio de l'enfer militaire, on a un trio de l'enfer sanitaire, on a un trio de l'enfer woke, et on a, comme tu dis, une influence anglaise au travers du Commonwealth qui est très forte, et c'est intéressant de se poser la question du rôle que peut avoir ce lien Commonwealth au travers de l'Inde, qui, semble-t-il, a dépassé les limites de l'entendement en agressant le Pakistan. C'est-à-dire deux puissances nucléaires qui ont commencé à se tirer dessus, à descendre les avions des uns des autres, à bombarder des bases militaires, mais à tuer des civils. Et heureusement que très vite, la diplomatie américaine, la diplomatie chinoise ont mis leur holà à cette situation. Il semblerait qu'il y ait un cessez-le-feu, mais il y a une telle haine entre les deux pays pour le Cachemire et pour l'eau du fleuve hindou, qui fait que ça peut repartir à tout moment. Trump a fait un tweet sur son réseau Truth Social dans lequel il expliquait qu'il était véritablement urgent de résoudre ce problème. Mais Trump, enfin, après 100 jours, a dit que ce blocus de Gaza était inacceptable. Il a fait passer le message qu'il allait sans doute reconnaître la Palestine, et il a fait passer le message qu'il n'exigeait plus de l'Arabie Saoudite de reprendre des relations diplomatiques et de reconnaître Israël pour continuer à considérer l'Arabie Saoudite comme un partenaire stratégique des États-Unis, puisque jusqu'à présent, Trump demandait, dans la suite des accords Abraham, que l'Arabie Saoudite reconnaisse l'État d'Israël et des discussions diplomatiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est l'inverse qui a eu lieu. L'Arabie Saoudite, qui était complètement éloignée de l'Iran, s'est rapprochée de l'Iran. Et il y a 1000 exemples de ça, mais chacun des pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont ouvert des ambassades chez l'autre. Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, qui est un personnage extrêmement important, très proche de Ben Salman, est déjà allé 2 fois en Iran. Ah oui. Et c'est vraiment un personnage important. Des personnes importantes d'Iran sont reçues maintenant régulièrement en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est très en contact avec la Chine et avec la Russie. Il y a une très forte relation entre Poutine et Ben Salman, et entre la Chine et l'Arabie Saoudite et l'Iran, puisque c'est la Chine qui est à l'origine du rapprochement diplomatique entre les deux pays. Et qu'a dit la Chine? La Chine a dit qu'elle s'opposait aux actions d'Israël et à leur ambition vis-à-vis de la Palestine. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient outrés, ils n'ont pas dit qu'ils étaient scandalisés, ils n'ont pas dit qu'ils étaient choqués. Ils ont utilisé le dernier mot avant les actions. Opposé. En termes diplomatiques, c'est le plus haut. Après, c'est plus la diplomatie, c'est les embargos ou la guerre. Et évidemment, Trump a peut-être entendu ça vaguement, mais dans les discussions qu'il a pu avoir avec Ben Salman ou que Witkoff a pu avoir avec Poutine, je pense qu'il a reçu ce message. Et qu'est-ce qui s'est passé au Pakistan, entre le Pakistan et l'Inde? Le Pakistan est quasiment exclusivement armé par la Chine.
Et personne ne connaissait les performances des avions chinois, des missiles chinois, puisqu'ils n'ont jamais été utilisés. La Chine n'a jamais fait de guerre. Elle n'a jamais tiré sur personne. Elle n'a jamais fourni des armes à un pays qui ont été utilisées par un autre pays dans le cadre d'un conflit. Et là, on avait l'Inde, majoritairement équipée dans le domaine aérien, dans le domaine de la défense aérienne des missiles, par la France, avec des avions Rafale, et par Israël, qui se tuait la Russie. C'est-à-dire que la Russie, au fil du temps, et surtout depuis Macron, a perdu son influence sur une période d'une trentaine d'années en Inde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Pakistan, il faut dire les choses telles qu'elles sont, a mis une raclée à l'Inde. C'est-à-dire que les équipements militaires russes, chinois, ont démontré qu'ils étaient extrêmement supérieurs aux équipements occidentaux censés être parmi les meilleurs du monde, puisque le Rafale a toujours été présenté à tout le monde comme un des meilleurs chasseurs-bombardiers polyvalents donc, du marché. Et là, des avions de 4e génération chinois, avec des missiles chinois, avec des systèmes de radar aérien chinois, ont descendu, alors les chiffres, ça va de 1 à 8 Rafale. D'accord. Moi, je ne sais pas où est le curseur entre 1 et 8. La seule certitude, c'est 1. Ce qui est quasiment certain, c'est 5 ou 6. Pourquoi c'est quasiment certain? Parce que au cours des derniers jours, il y a une société qui vend des sièges éjectables et qui, à chaque fois qu'un pilote est sauvé par un de ces sièges éjectables, fait un tweet en disant « On a sauvé 6482, 6483, 6484 pilotes d'avion. » Or, au cours des 24 premières heures de ce conflit très intense entre l'Inde et le Pakistan, le chiffre a augmenté de 5, dont un pilote d'avion américain qui aurait été gêné dans des manœuvres par des missiles Houthis. Or, quel est le seul avion qui a été dans une situation de combat au cours de cette période? C'est le Rafale, puisque les autres avions possibles, ce sont des Mirage, des MiG-29, donc qui sont des avions très anciens, puisqu'on est à 35 ou 37, hein, c'est vraiment des avions qui ont 40 ans. Hein. Ah ouais, et du côté chinois, c'est des avions qui, évidemment, n'utilisent pas du matériel américain pour leur siège éjectable. Alors, j'ai pas regardé au cours des dernières 24 heures si le chiffre avait augmenté, mais à croire l'armée pakistanaise, on était passé de 4, entre guillemets, la première nuit, à 8. Donc, est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est des gens qui veulent nuire à Dassault? Est-ce que, toujours est-il que l'Inde, qui paraissait déterminée à faire la guerre, qui avait sorti ses navires de guerre, qui se mettaient au large de Karachi avec des missiles hypersoniques, etc., je pense qu'ils ont été tellement choqués par l'efficacité de l'armée pakistanaise, qui a un budget beaucoup plus faible, un nombre d'avions beaucoup plus faible, enfin, tout est plus faible, et ils ont dominé de la tête et des épaules parce qu'à 80%, ils sont équipés par de l'armement chinois dont personne ne savait rien. OK. Wow. Et donc, quand tu es des militaires américains ou d'autres pays, que tu te dis, merde, les Russes nous ont montré Oreshnik. Les Russes ont les missiles Sarmat, qui sont les missiles de l'apocalypse, entre guillemets. D'ailleurs, l'OTAN appelle les missiles Sarmat Satan, Satan 2. C'est des missiles, hein, c'est 100 fois Hiroshima. Et ils ont les torpilles à propulsion nucléaire, qui ont la taille d'un bateau et qui sont capables de créer des tsunamis radioactifs qui peuvent, s'ils explosaient au large, par exemple, de l'Angleterre, eh bien, la moitié de l'Angleterre serait submergée par une vague radioactive, donc plus d'agriculture, ils ont des armes totalement différentes. Maintenant, ça a été acté par les stratèges du Pentagone et autres. Jusqu'à présent, les gens ont douté. Ils ne pouvaient pas imaginer que
la Russie était allée aussi vite, aussi loin, alors que les Américains, avec des budgets militaires 20 fois supérieurs, ne réussissent même pas à talonner les Russes sur un seul de leurs progrès. Parce qu'ils ont les S-500, qui sont les systèmes anti-missiles, anti-aériens les plus perfectionnés. Pour l'instant, ils vendent les S-400, mais les Russes sont les S-400S et les S-500, qui sont vraiment... ça permet de prendre en chasse à 2000 km, ça permet d'acquérir des cibles à 500 km. C'est 150 km, là c'est 500 km, et c'est système hypersonique. Et le missile qui est envoyé du S-500, il est capable de se subdiviser pour aller prendre plusieurs cibles en même temps. Donc, et ça, c'était uniquement pour l'armée russe. Maintenant, l'armée chinoise vient de faire cette démonstration au Pakistan. Enfin, c'est pas l'armée chinoise, c'est l'équipement ringard qui équipe le Pakistan et qui est fait par la Chine. C'est pas les équipements modernes de la Chine. On est sur d'anciennes générations d'équipements chinois. Et on a la Corée du Nord qui officiellement a été reconnue comme acteur actuel avec des milliers de soldats de la campagne russe. Sachant qu'il y a plusieurs millions de soldats surentraînés en Corée, des armements supersoniques, nucléaires, etc., extrêmement performants. Et donc, ils ont cette armée qui est en train de s'entraîner. C'est-à-dire, on a des gens qui vont revenir du front russe et qui vont partager leur expérience avec des millions de soldats. Et il y aura sans doute des rotations, c'est-à-dire que très vite, cette armée va être extrêmement aguerrie face à d'autres armées qui ne sont pas du tout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul recours des fous qui veulent continuer la guerre et qui veulent faire pression sur le Pakistan, sur l'Iran, sur la Chine, sur la Russie, sur la Corée du Nord, c'est un recours nucléaire ou un recours avec les armes biologiques ou avec le terrorisme, les assassinats. On a vu tous les actes terroristes qui ont lieu en ce moment en Iran, les actes terroristes qui ont lieu très régulièrement en Russie. Il y a quelques jours, il y avait encore un général qui a été tué devant chez lui. Et donc, ça fait partie d'actes de déstabilisation. Et donc, ils ne peuvent utiliser que ces armes. Et Trump a compris ça. C'est très important. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé qui a choqué infiniment Trump au cours des derniers jours? Et vraiment, je voudrais insister là-dessus. C'est essentiel de le comprendre. Donald Trump avait dit, c'est nous, les États-Unis, qui bombardons le Yémen. Si il doit y avoir des bombardements en Iran, c'est nous qui ferons les bombardements en Iran, qui piloterons les bombardements en Iran. Et on a vu que les Américains bombardaient un peu le Yémen, mais tout le monde disait c'est des bombardements qui font des victimes civiles, mais qui touchent des endroits pas stratégiques. C'est horrible de tuer des civils, c'est épouvantable. Mais c'était un choix épouvantable de Trump pour dire aux Yéménites, arrêtez, vous voyez, on peut vous bombarder, on peut. Mais c'était pas des choses qui rendaient la vie de la population et du pays difficile. Netanyahou a bombardé ailleurs, lui. Exactement. Sans demander leur avis aux Américains. Et Trump a été mis devant le fait accompli par Netanyahou. Et ça vient d'être reconnu aujourd'hui par Netanyahou, qui a été interrogé par la télé. On lui demandait si, quand il y avait eu les bombardements qui ont tellement choqué Trump, Trump était au courant. Et il a dit non, on ne demande son avis à personne pour nos actions militaires. C'est-à-dire que Netanyahou a dit on emmerde les Américains, c'est nous qui décidons. Or, les Américains vendent des armes, payent des armes sous réserve qu'elles soient utilisées après leur accord. Et Israël utilise des avions américains, des bombes américains, pour commettre des actes terribles qui responsabilisent les Américains. On sait bien que quand un pays vend des armes, ou quand quelqu'un te donne un pistolet, tu vas être incriminé si la personne fait un crime avec le pistolet normal. Puisque tu as donné à un fou, psychopathe, quelque chose qui va créer une catastrophe. Et qu'a fait Netanyahou? Dans la même période, il a détruit le port, raffinerie, centrale électrique et l'aéroport civil international. Pas un aéroport militaire, un aéroport civil international et tous les avions de ligne qui étaient sur l'aéroport.
Je rappelle que la Russie, par exemple, dans cette opération spéciale avec l'Ukraine, n'a jamais visé le moindre aéroport civil ukrainien. Alors que tout le monde sait que les aéroports civils ukrainiens sont utilisés pour apporter des armes, pour des ponts aériens, etc. Mais comme ils sont aussi utilisés par les civils ukrainiens, la Russie n'a pas fait ça de la même manière qu'il n'y a eu qu'une période pendant laquelle les Russes ont visé des installations électriques ou thermiques en Ukraine, c'est quand il y a eu les attentats de Crocus et d'autres actes contre des civils. Et donc c'était comme une ligne rouge qui a été franchie, et donc ils avaient fait ça pour dire arrêtez, puisque c'était un acte qui aurait pu tuer quelques milliers de personnes à Moscou. Il y a déjà eu 150 morts. Et on voyait les liens avec l'Ukraine, qui revendiquait de toute façon. Et donc, Trump réalise que les réponses sont totalement disproportionnées, que tout ça se passe dans une campagne d'attentats qui ne peut pas être une coïncidence en Iran, des personnes qui meurent, des usines automobiles qui explosent, des ports qui explosent, des centrales thermiques qui explosent. Enfin, si tu veux, tout ça se passe en quelques jours pendant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Qui peut croire que c'est le hasard qui fait ça? On en parle à chaque fois, mais je répète quand même pour montrer qu'il y a des gens qui agissent, des services secrets, des gens infiltrés qui veulent faire péter les plombs aux Iraniens, qui veulent pousser les Iraniens à la faute, mais qui veulent aussi que Trump se dise bah, finalement on n'aboutira pas parce qu'il y a quelqu'un de trop puissant, de trop infiltré qui veut m'empêcher, donc j'ai intérêt à reprendre la main, mais dans le sens de la guerre, puisque la paix n'aboutira pas. Sauf que Trump, lui, sait que la guerre, ce ne sera pas une guerre entre l'Iran et Israël avec l'appui des États-Unis. Ce sera une guerre entre l'Iran, la Russie et la Chine face à Israël, avec éventuellement ou pas l'aide des États-Unis. On en est là. C'est-à-dire que ces pays ne veulent plus le chaos comme en Libye, comme en Irak, comme en Syrie, comme partout. Et ils disent stop. Et la deuxième chose qui a choqué Donald Trump, et ça a commencé par une petite phrase, il y a 4 jours environ. Trump a dit « il y a trop de personnes qui meurent de faim à Gaza ». Il n'a même pas parlé de la soif, des maladies, des amputations sans anesthésie, etc. C'est-à-dire que Trump a pris conscience qu'il était complice d'un pays qui utilisait la famine comme une arme. Et ça, c'est la base d'un génocide. Ça dépasse le crime contre l'humanité quand on utilise l'arme de la famine, l'arme de la faim, et qu'on bombarde une population désarmée, et qu'on utilise des snipers, etc., qu'on détruit toutes les infrastructures civiles, et qu'on interdit les associations humanitaires. L'UNRWA est interdite. C'est-à-dire que les gens qui veulent éventuellement être des médecins étrangers pour aller porter secours à Gaza ne peuvent plus aller à Gaza. Parce qu'en fait, il y a plus d'organisation, tu vois, pour émettre un passeport, puisqu'en fait, tout ça, c'était organisé dans le cadre des Nations Unies. Tu avais l'UNRWA qui disait, voilà, on a besoin de 3 orthopédistes, 5 anesthésistes, et il y avait des Anglais, des Américains, des Français qui étaient des urgentistes ou autres, et qui disaient ça, et on leur donnait un passeport spécial des Nations Unies pour être des humanitaires. Mais ça ne peut plus avoir lieu. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que ce qui a l'air anecdotique, qui a été soutenu par la France. La France est un des premiers pays au monde à avoir arrêté de financer cette association humanitaire qui employait 30 000 personnes à Gaza, qui s'occupait de la distribution d'aide humanitaire, des écoles, des refuges, des foyers, des centres médicaux, des passeports, des archives, tu vois, qui rentrent en hôpital, pourquoi, etc. Tout ça, ça a disparu. Et les archives, de toute façon, étaient détruites, bombardées très fièrement par les soldats israéliens depuis le début. Et ça, je l'ai dit et répété dans des vidéos, il n'y a plus quasiment d'archives à Gaza. On ne sait même pas quelle était la population à l'époque, quels étaient les noms, le cadastre, qui possède quoi, etc.
C'est-à-dire qu'on a effacé l'existence administrative des Palestiniens. Et je veux dire autre chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune association de femmes ou autre, nulle part dans le monde, qui parle. Enfin, tu vois, il y a des choses qui s'appellent « Où est mon cycle ? Où est machin ?» et tu vois, par rapport à la vaccination. Mais le nombre de fausses couches, de femmes qui n'ont plus la fertilité, etc., en Palestine est quasiment devenu le plus haut au monde. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, les femmes ne peuvent plus faire de toilettes intimes avec de l'eau propre. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Elles n'ont plus de médicaments en cas d'infection. Elles n'ont plus de centre pour aller faire des soins. Et dans cette même période, tous les médias disent « Le pape François était génial, il a offert une papa mobile pour servir d'hôpital mobile à Gaza. » Mais la papa mobile, ce serait même pas suffisant à côté d'un terrain pour un match de rugby. À côté d'un terrain pour un match de rugby, il faut 3 ambulances. Ah ouais, c'est de rire du monde. Non, mais ils se foutent de la gueule des gens et les médias font absorber à des milliards de personnes que le pape est fantastique parce que avant sa mort, il a offert une papa mobile à envoyer à Gaza et toutes les voitures montent cette papa mobile qui se balade à Bethléem, à machin, qui n'arrivera jamais à Gaza. Et à quoi elle servira à Gaza ? Une papa mobile, ça pèse des tonnes, ça consomme énormément. Mais encore une fois, à côté d'un match de rugby, il faut 3 ambulances, il faut une vingtaine de pompiers, parce que voilà, au cas où il y a un choc très fort, au cas où il y a une mêlée qui se passe mal, etc., pour pouvoir réagir immédiatement pour les joueurs. Là, on est dans un massacre, entre guillemets, un génocide sur un ghetto sous blocus. Bertrand, et on nous parle de papa mobile. Ah oui. Ah non, c'est mais c'est du foutage de gueule. C'est comme si exactement. On va envoyer des thermomètres alors qu'il n'y a pas d'antibiotiques et il n'y a pas d'anesthésie. Le thermomètre, au pire, on met la main sur le front ou je sais pas quoi et on a une idée de la température. Alors que des anesthésies ou des antibiotiques, on sait que c'est vital. Et je rappelle quand même, s'il y a des femmes qui nous écoutent ce soir, elles devraient toutes mais se dire mais c'est horrible et se battre ne serait-ce que pour ça en pensant aux autres femmes qui vivent à Gaza et qui ne peuvent pas se laver et qui ne peuvent pas se soigner et qui ont des douleurs épouvantables. Et moi, je sais ça par des contacts directs qui viennent de Gaza, où tous les dispensaires qui s'occupaient de ces choses-là n'ont absolument plus rien que leurs larmes pour voir ces jeunes filles, ces adolescentes ou ces femmes souffrir le martyre et dont tout le monde se fout. Puis tu parles d'une prise de conscience de Donald Trump, Bertrand, puis là-dessus, il y a un espoir. Mais en même temps, il y a un danger là-dedans. Si Netanyahou se sent délaissé par les Américains, il peut entreprendre des démarches personnelles. On sait que leur doctrine nucléaire est assez particulière, là. Ils peuvent se revirer comme des gens qui en font pas assez pour eux. Peux-tu aussi... c'est une chose qu'on souhaite, là. Est-ce que Donald Trump... Puis J.D. Vance nous avait mis sur cette piste-là que maintenant, les intérêts des Américains sont pas toujours celles d'Israël. Ça, c'était déjà dire des gros mots. Et là, les relations entre Netanyahou puis Trump semblent se noircir. Et là, est-ce que Trump va délaisser cette démarche-là? Puis il y a la capacité aussi, avec l'Arabie saoudite et d'autres personnes, de rétablir des relations beaucoup plus saines. C'est ce que tu nous as parlé. C'est à ça qu'on s'attend. Puis l'autre chose que j'aimerais t'entendre aussi, c'est comment Poutine, derrière ça, est patient et il doit y avoir un jeu de coulisses entre les deux, là, parce que puis avec la Chine aussi, l'attitude de Trump face à la Chine est vraiment à revoir. Poutine a un rôle d'arbitre là-dedans. Puis oui, quand tu reviens à ça, ça revient à ta thèse des 5 fantastiques. Et ça, moi, je te suis là-dedans. Mais vendre ça à la population qui est pas trop au courant,
C'est tout un travail. Oui, Exactement. ah oui. Mais vraiment, j'invite tout le monde à lire. Bon, c'est le prix d'un paquet de cigarettes, hein, d'acheter un magazine d'histoire sérieux, mais ça vaut la peine. Et il faut comprendre que Trump veut la paix. Il le dit, il le répète, mais c'est pas lisible parce que Trump, il est dans le plus gros marécage du monde. Il a fallu des années aux Russes et aux Chinois pour nettoyer le marécage. Il faut regarder les 20 années, 25 années depuis que Poutine a pris le pouvoir. Il faut regarder les 10 années de Xi Jinping et le nettoyage incroyable qui finit avec cette scène folle où Hu Jintao se fait virer en mars ou en avril 2023 du congrès du Parti communiste chinois comme un malpropre, comme signe que, ça y est, la Chine a quasiment fini le nettoyage des globalistes, en fait. Bah, la Russie, ça a été pareil. Un des moments forts, ça a été le coup d'État de Prigojine. Et quelques semaines après, l'accident d'avion de Prigojine. Et donc, on a réellement des pays qui ont fait ce travail. Pour l'instant, Trump n'a pas fait ce travail. Pourquoi ? Je vais essayer d'expliquer ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment pour que ce soit très clair. Elon Musk, qui est un homme d'affaires, qui est un visionnaire, qui est un recruteur extraordinaire, quand il a eu la mission de Doge, il a recruté des jeunes talents. Pas compromis, pas corrompus, entre 20 ans et 24 ans, des gens qui dorment sur des sacs de couchage, qui bossent comme des malades, et quand on leur demande pourquoi ils font ça, ils le font par conviction, ils font pour sauver les États-Unis, ils font vraiment pour faire leur petit bout du travail de sauver le marécage. Et donc il peut compter sur ces gens-là. Elon Musk. Il n'a pas besoin de 400 personnes, des plus grands cabinets de conseil du monde. Il a besoin de génies, entre guillemets, de super talents complètement investis et qui vont bosser sans compter leurs heures. Et puis après, l'équipe peut s'étoffer au fur et à mesure des missions identifiées par Doge, parce que ça, c'est juste la première ligne, si tu veux, c'est les éclaireurs. Après, il y a un travail énorme à faire pour trouver les milliards de corruption, entre guillemets, au sein des États-Unis et à l'étranger, puisqu'on a vu à quoi servaient les milliards d'US. Ça a été très vite démasqué. Mais depuis, la justice a empêché Trump de travailler. Mais ce qui est plus grave, en fait, c'est que Trump, lui, à 80%, les gens avec qui il travaille sont des gens qui sont compromis et corrompus depuis le début de longues carrières. Ce sont des gens qui ont navigué au milieu de toutes les corruptions et de toutes les compromissions pour réussir à monter dans l'appareil politique. La raison pour laquelle on est un certain nombre à voir, même quand on devait pouvoir douter légitimement de Donald Trump, continuer à avoir confiance en lui, c'est que c'est pas quelqu'un qui a été politique. Il n'est pas stable, il n'est pas corrompu, il n'est pas dans la compromission. Mais c'est pas un dieu. Donc comme il étudie pas très bien les dossiers, comme il fait confiance à des gens auxquels il devrait pas faire confiance, comme, il fait plein d'erreurs. Et il se trompe. Mais il est capable de corriger ses erreurs. Et il ne fait pas d'erreurs trop graves. Dans les erreurs extrêmement graves de Trump, peut-être il y en a une qu'il faut jamais sous-estimer, c'est l'assassinat de Soleimani, l'Iranien. C'est extrêmement grave. Il a été foudrage de faire chuter Assad, de l'assassinat de Nasrallah, de la fin du cessez-le-feu à Gaza, maintenant de la famine à Gaza, qui est organisée par Israël. Mais la deuxième chose où, franchement, il aurait sans doute pu bien mieux faire, c'était avec le Covid. Il a accepté d'être complètement aveuglé par ça. Évidemment, il avait d'autres problèmes. Il était pris par le Russiagate, il était pris par énormément de choses. Mais il avait l'intuition que c'était n'importe quoi. Et il n'a pas su faire un énorme nettoyage pour prendre, entre guillemets, les bonnes personnes autour de lui. Il a gardé Fauci, il a gardé tous ces gens-là, il n'a pas écouté d'autres personnes qui auraient pu peut-être avoir une parole beaucoup plus importante. Il y en avait beaucoup, dont Robert Kennedy. Et ce qui fait qu'en fait, il a fait fausse route complètement. Il a accusé la Chine d'être à l'origine du Covid. Et il a d'ailleurs annoncé qu'il ferait payer, à l'époque, en 2020, la Chine, des centaines de milliards. Bah, la Chine, maintenant, lui renvoie en boomerang. Absolument. Vous nous prouvez que c'est vous les responsables. Eh bien, attendez qu'on vous présente la facture. Évidemment, les Chinois veulent pas faire ça. C'est débile. Ils veulent essayer de construire un monde meilleur dans lequel les États-Unis ont toute leur place. Il faut bien comprendre que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont accumulé une haine très forte envers les États-Unis,
ou envers la Chine, ou envers Israël, mais tout ça, c'est idiot. Ou envers la France, ou envers... En réalité, il faut que tout ce monde-là trouve le moyen de vivre bien. Il suffit, en revanche, de se débarrasser de peut-être une centaine, ou 200, ou 300 personnes extraordinairement dangereuses pour l'humanité. Et plutôt que de passer son temps à mettre en garde à vue ou en prison des journalistes citoyens, des lanceurs d'alerte, etc., il faudrait qu'il y ait un système mondial, ce que certains appellent de leur vœu comme un Nuremberg 2.0 ou autre, qui va identifier et condamner tous les vampires. Et on les connaît. C'est un travail énorme, ça, Bertrand. Mais il va falloir le faire. Sinon, l'humanité disparaîtra. Parce que si ces gens-là continuent à avoir du pouvoir, comme tu as dit dans ton titre, Macron, Merz, Sammer, le trio de l'enfer, bon, t'as été gentil, t'as pas mis Netanyahou, et t'as pas mis le nouveau pape. Effectivement, mais là, j'aurais dépassé le nombre de caractères. Je voulais qu'on mette l'accent sur ces trois-là, parce qu'ils ont frappé mon imaginaire, là, cette semaine, suite aux événements de commémoration du 9 mai à Moscou. Il faut qu'ils aient le café. Ah oui. On a senti ça très bien. C'était en train de jouer contre eux autres. Puis, écoute, comment sortir... Je parlais tantôt avec un chercheur qui s'appelle Bernard Massy, puis il nous a expliqué toutes les barrières idéologiques qui sont autour de la crise covidienne. Comment il est encore difficile d'expliquer à certains que tout ce qu'on nous a vendu pendant cette crise-là, c'était monté de toutes pièces, et essayer de savoir qui est derrière ça. Et ça revient à toutes tes thèses, Bertrand. Oui. Les Khazars, il y en a qui remontent encore à plus loin que ça. Puis là, tu dis, puis je le comprends très bien. Eux autres, là, ils ont eu les sanctions de ce groupe-là de la haute finance. Puis c'est Valérie Bugeaud qui nous expliquait ça. Ils épandent l'argent. C'est eux autres qui contrôlent la création monétaire. C'est un pouvoir énorme que tu peux te permettre de laisser les politiciens décider de la couleur du tapis d'entrée, mais quand il y a une question de qui possède la monnaie dans le monde, là, tu parles de 300 personnes. Ça revient à ce que M. Delaware, le général Delaware me parle régulièrement, qu'il y a environ 2500 milliardaires dans le monde, puis il y a un groupe d'environ 300 milliardaires parmi les plus riches de ces 2500 milliardaires-là dans le monde qui règnent sur les médias, sur le système financier. Et aujourd'hui, on a Poutine qui nous promet de mettre fin à cet empire-là, des vampires. Et toi, tu nous l'expliques semaine après semaine. Oui. Sans tomber dans l'amalgame. Puis il aurait été difficile de parler de ça il y a même 5 ans. Et là, il n'y a pas personne qui peut t'attaquer d'être antisémite. Parce que je suis pas antisémite. Hein. Et non, c'est ça. On peut pas dire que tu es islamophobe. Et toi et moi ne sommes pas tombés dans les pièges que nous tend cet état profond-là. Écoute, j'ai écouté des vidéos là-dessus tantôt. Je te présenterai ça à la prochaine émission. Mais tout revient à ce que tu nous sensibilises à toutes les semaines, puis on va finir là-dessus ce soir. Et juste un point, avant d'oublier, s'il y en a au Québec, Carl, qui sont intéressés par le magazine, ce qu'on peut faire, c'est en envoyer une quinzaine ou une vingtaine, et ensuite, toi, tu peux les faire suivre, en fait, s'il y a des personnes que ça intéresse. Et donc, bon, évidemment, il y aura un petit surcoût pour le transport, mais c'est un numéro collector, et ça vaut le coup de l'avoir, et ça nous préparera au prochain numéro fait par toi, où là, on en enverra une centaine ou 200 au Québec. C'est un grand honneur. Puis, je vais refaire des annonces à la fin. Fais-moi penser, effectivement, d'en reparler, parce que je veux mettre l'accent là-dessus. Surtout que ça a intéressé un groupe là autour de moi, entre autres Jean-Claude Pomerleau, et on va pondre un texte sur le défi existentiel qui nous est posé ici au Québec. Et ça va aborder aussi les camionneurs là, qui ont impressionné beaucoup les gens du monde entier. On va essayer mais
moi ici, ce qui me motive Et il faut que tu beaucoup à fasses faire un des peu... émissions. Oh, le signal à Bertrand a coupé, ça va revenir. Ce que je disais à Bertrand, ce qui me motive beaucoup à faire les émissions, c'est la qualité des collaborateurs que j'ai qui sont venus nous expliquer la politique internationale. Et vous l'avez constaté pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'apprends quasiment en même temps que vous autres. Je suis très... donc, Bertrand, c'est ça. Ça l'avait Donc c'est bloqué. parce que t'es quand même quelqu'un qui a un niveau de qualité d'intervenant sur ta chaîne qui est inégalé en fait. Et je te parle pas pour moi, hein, je me mets vraiment en dehors évidemment. Parce que si tu dis Et ce que juste tu m'offres, aux personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui viennent essentiellement parce qu'ils aiment nos conversations, mais tu as Erwan Cassel, le général de la War, t'as vraiment beaucoup de personnes que tu as invitées, que tu invites régulièrement depuis longtemps, Pomerleau, etc. Tu peux juste citer les noms, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas idée de la richesse de ce que tu fais sur ta chaîne. Hein. Yves Bataille, Arnaud Yves Develay, Bataille. j'ai une filière moscovite quand même très intéressante. Arnaud Develay, Karine Bechet-Golovko, Erwan Castel. En France, il y a toi, Delaware. En Suisse, j'ai Gabriel Galis. Gabriel Galis de l'Institut de paix de Genève, qui est d'une profondeur, et donc, ici au Québec, ça nous sort du brouillard. Et c'est... Moi, j'ai une petite formation en histoire et mais vous m'apprenez beaucoup de choses. J'ai toujours été intéressé par la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'arrivée du capitaine Place a fait exploser mon émission, puis par la suite ma chaîne. Et je veux revenir. Et ce qui m'a entouré aussi, c'est le drapeau qu'il y a derrière moi. Et les gens se sont demandé beaucoup pourquoi je portais fièrement ce drapeau-là derrière moi. C'est le drapeau Sacré-Cœur qui représentait à l'époque les Canadiens français. À la Saint-Jean-Baptiste, qui était la fête des Canadiens français, on avait ce drapeau-là pour nous représenter et le drapeau du Vatican, là, tu sais, le drapeau jaune et blanc. Donc, c'est pour moi, les émissions que je fais avec vous autres là-bas en Europe, j'ai misé aussi sur l'idée que vous étiez très sympathique à la cause française en Amérique et qu'on n'avait pas besoin ben d'insister. Si on montrait le moindrement de l'ouverture à votre endroit, que j'allais avoir beaucoup de gens qui allaient venir nous aider au combat qu'on mène ici, un combat existentiel. Et la chance que tu me donnes d'écrire un texte là-dessus, j'en parle régulièrement à Jean-Claude Pomerleau. Je pense que le Québec, malgré tout ce qui a joué contre nous autres ici en Amérique, malgré notre recul dans plusieurs régions, le territoire canadien actuel, là, dans l'Ouest, il y avait des métis catholiques francophones qui ont été essentiellement éliminés. On a quand même reculé sur le territoire américain, mais il reste encore un groupe dans la vallée du Saint-Laurent que je respecte beaucoup, puis que j'ai dit, on va avoir de l'aide naturelle des Français, de toute la francophonie, parce que je pense que le Québec peut témoigner que malgré tout ce qui a joué contre nous, la Providence a toujours été là pour nous assurer une présence. Et je pense qu'on est actuellement devant un grand défi existentiel. Le Canadien français est en train d'être minorisé dans plusieurs régions du Québec. Et on dit, selon la démographie, que on va être minoritaire sur le territoire québécois en 2042. Donc, j'essaie de voir un peu comment on peut exister malgré ces données-là. Et je pense qu'on peut être un très beau témoignage en France, qu'il n'y a jamais rien de perdu, que on peut, avec notre foi intérieure aussi, ce qui a fait que le Québec a passé, c'est que il y a une institution qui est l'Église. Malgré tout ce qu'on a pu dire en négatif face à l'Église, je réalise avec toi et d'autres qu'on a voulu diaboliser beaucoup ces gens-là, mais qui ont quand même relevé des défis en matière de santé, d'éducation. Le Québec a vécu un âge d'or, et non pas la grande noirceur de cette époque conservatrice-là. Puis le libéralisme au Québec est arrivé dans les années, fin des années 50, 60, avec des concepts creux de révolution tranquille, de maître chez nous,
d'un référendum qui allait nous sauver, l'arrivée du grand jour qui allait nous libérer. Puis tranquillement, on a réalisé qu'on s'était fait rouler dans la farine. Mais malgré tout ça, on est encore là. On peut témoigner de notre présence ici. Et c'est ça, la Providence nous a aidé beaucoup. Jean-Claude Pomerleau me rappelle je te reviendrai là-dessus avec Jean-Claude. 3 défaites providentielles. Malgré parfois des défaites qu'on dit, ah, ça a été épouvantable dans notre histoire, on en a tiré des leçons qui fait qu'on existe encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas désespérer. Et ça va durer. Ah non, absolument. Puis, mais le monde est en train de changer tellement que réellement, il y a une accélération. Et encore une fois, cette accélération, comme je l'espérais ou comme je l'avais analysé ou comme on en a beaucoup discuté, elle se cristallise autour de 5 personnes qui veulent faire la paix et qui ont les moyens d'imposer la paix au reste du monde. Et les trios de l'enfer, mais qui est beaucoup plus qu'un trio, en fait, ils sont 6, et qui, eux, veulent une guerre sans fin, en fait, mais jusqu'à la fin de l'humanité. Exactement. Exactement. Puis quand on prend certains extraits du discours de Macron à la Grande Loge, j'ai appris là que c'était la première fois qu'un président français s'affichait. Pour moi, là, ça dépasse l'entendement, ça. La France est la fille naturelle de la République, ce qui veut dire la bâtarde. Puisqu'une fille naturelle, c'est une bâtarde. Vous pouvez vérifier sur Internet. Sous-entendu, c'est une fille de pute. Donc la République, c'est une pute. Dont la France est la bâtarde. Alors que la France est la fille aînée de l'Église. Donc tu vois un peu comme il joue. Il détruit les symboles, il détruit les repères, il détruit tout. Et pourtant, il se présente comme quelqu'un qui va au Vatican, qui est un faiseur de paix, qui est un faiseur de miracles. Que des inversions. Mais il tire les ficelles. Et pour reprendre les images que tu as présentées en début de vidéo, voilà, il y a des vraies questions sur d'où 15 ou 20 heures d'implication par jour aux 4 coins du monde. Puisqu'en réalité, à part Brigitte Macron, il n'a aucun allié, aucun ami. Il a viré tout le monde. Si, il y a Richard Ferrand. Mais même Colère, il est parti ailleurs. Il a un rôle, hein. À mon avis, il va bosser à la Société Générale pour travailler sur la monnaie numérique, l'identité numérique et toutes ces choses-là. Comme ça, il a ses relais, ses rouages. On n'entend pas là la vidéo. Non, je voulais pas la mettre tout de suite, je voulais t'entendre. Je le mettrai à la fin parce que c'est très, ça révèle beaucoup de choses. Puis il parle que la franc-maçonnerie va jouer un rôle essentiel dans les politiques de fin de vie. Je veux avoir. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'IVG aussi. Je veux ta réflexion là-dessus parce que moi, à l'époque, j'ai eu des cours de catéchèse à l'école. C'est complètement disparu, ça, du système d'éducation. On s'est éloigné beaucoup de ça. Et je veux profiter de ta profondeur de juste nous expliquer qu'est-ce que ça implique, tout ce débat-là concernant la fin de vie, et essayer rapidement de me relier ça aussi à tout ce qui est concernant l'avortement. Tout est relié là-dedans. Et ce que j'apprends à travers cette vidéo-là, c'est que la franc-maçonnerie a toujours joué un rôle dans ces sujets-là. Wow. La franc-maçonnerie et le Talmud. Ah oui? Il faut rappeler quand même que le Talmud, c'est un livre qui a été bouclé dans le cadre d'autodafé par Saint-Louis. Et là, on va pas pouvoir développer ça, on pourra faire ça dans une autre émission. C'est totalement édifiant de regarder, par exemple, les peintures au Vatican. Les peintures au Vatican, pour les gens qui ont fait l'histoire de l'art, qui connaissent, en fait, il y a des scènes avec de très nombreux personnages, et tous les personnages de religion juive ont une marque particulière sur leurs vêtements. C'est un cercle jaune. Parce qu'en fait, à cette époque-là, pour que les gens sachent à qui ils avaient affaire, puisqu'ils avaient la réputation d'être des usuriers, d'être des gens qui étaient, ils n'avaient pas une très bonne réputation, et bien pour éviter que les personnes soient piégées,
il y avait une identification sur eux. Eh bien, ça, c'est peint au Vatican, sur les tableaux, par les grands maîtres de l'époque. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les horreurs du nazisme, l'étoile jaune, etc., qui est quelque chose d'absolument épouvantable, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui a été répété dans l'histoire. Et il y a plein de personnes qui s'interrogent là-dessus. Ah oui. Exact. Pourquoi, dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu une telle cruauté de l'humanité envers le peuple juif? Oui, parce que si j'allais t'aborder ça, quand tu identifies des gens qui sont à l'origine du mal et on y va au niveau spirituel, comment se débarrasser de ça, ça dépasse l'entendement aussi, là. Comment on peut participer à vaincre ce mal-là, Bertrand, jour après jour, comme humain? Mais parce qu'en fait, dans toutes les religions, oui. Aussi bien, et c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier Substack, qui est un long Substack dans lequel je parle du nouveau pape, et vraiment je vous invite à le découvrir. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de mon Substack dans cette émission, mais peut-être tu le feras à la fin. Mais les religions sont toutes infiltrées. Et c'est pour ça qu'il y a des schismes, qu'il y a des disputes sunnites, chiites, catholiques, protestants, etc. Ashkénazes, séfarades, etc. Il y a mais au sein même des sous-parties religieuses, il y a de l'infiltration par des gens qu'on appelle des puissances du mal et des gens qui sont là pour le bien. Et il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe. L'immense majorité ne comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire, tu dois bien te rendre compte, car parfois, tu dois essayer de parler à des gens et tu as l'impression de venir d'une autre planète. Oui. T'en as d'autres qui s'opposent complètement à ce que tu dis et ça t'effraie. Et t'en as qui ne comprennent rien et qui veulent même pas comprendre. Ou qui font semblant de pas comprendre parce qu'ils n'ont pas envie de se poser de questions. Et c'est le monde dans lequel on vit. Et t'as ce conflit. Et voilà, donc il y a eu à toutes les époques des questions qui se sont posées sur le degré d'infiltration dans certaines communautés, dans certaines organisations internationales, au sein du pouvoir dans certains pays, par des forces du mal qui souvent ont accédé déguisées. Tu sais, c'est le petit chaperon rouge. Eh bien, le loup se déguise en mouton. Il y a des gens qui se déguisent en victimes pour pouvoir être des bourreaux. C'est très important. Oui. Quand les contes pour enfants nous racontent beaucoup de choses essentielles. Et quand tu me dis qu'on veut passer comme victime, puis faire oublier le bourreau... Tu te fais passer pour une victime pour être un bourreau encore plus intraitable, en fait, parce que personne ne peut imaginer qu'une victime soit un bourreau. Non. Par construction. Et on dirait que tu m'expliques l'histoire de la Shoah. Alors, je vais pas jusque-là. Non? Non. Non, mais c'est parce que j'avais lu que même les Rothschild et compagnie avaient financé le régime de Hitler. Oui, les banques occidentales, les banques liées au Rothschild, etc., tout ça, c'est très documenté, c'est extrêmement prouvé. Le régime nazi a bénéficié d'énormément de financements américains, anglais, donc de la City. Oui. Oui, c'est exact. Malheureusement, exact. De grands milliardaires, ou en tout cas très riches de l'époque, de la communauté, les Rothschild et autres, du groupe que tu identifies, là. Oui. Donc, non, c'est... Ah non, mais c'est des choses qui soulèvent énormément de questions. Bien sûr. Puis qu'on peut pas... Moi, je fais juste vous écouter là-dedans. J'essaie de temps en temps de faire des répliques intelligentes, mais j'y arrive pas tout le temps parce que c'est très complexe, Bertrand. Mais c'est plus complexe, c'est vertigineux. C'est-à-dire, tout ce que ça pourrait impliquer dépasse d'abord ce qu'on est autorisé à penser. Oui, aussi. Et dépasse ce qu'on peut même concevoir. Déjà, pour beaucoup de personnes, il est inconcevable d'imaginer que l'homme n'est peut-être pas allé sur la Lune. Pour beaucoup de personnes, il est inconcevable d'imaginer que c'est peut-être pas Ben Laden qui a pensé et réalisé la chute des tours jumelles. Pour beaucoup de personnes, il est inconcevable d'imaginer qu'il y avait des personnes très importantes
à la tête de l'État israélien ou des services de renseignement qui savaient bien avant le 7 octobre que le 7 octobre allait arriver. Ah, puis l'autre qui est sorti dernièrement, puis effectivement, là, tu mentionnes que les Américains ont marché sur la Lune. Il sort des choses très intéressantes actuellement. Sur le 11 septembre aussi. Et là, la dernière, en ce moment, puis je suis certain que tu n'as entendu parler de Adolf Hitler qui s'est ramassé en Argentine. Il y a Non, le mais ça, c'est président, n'importe quoi. Je veux même pas en c'est parler. n'importe quoi. Ouais. Le président là, qui a demandé de sortir les archives. Non, mais oui, mais C'est un peu c'est une archive qui était fausse et ils ont fait ça pour détourner l'attention, en fait. Comme Ok. ça, les gens ne regardaient pas d'autres documents. Tu sais, quand tu as une enquête de police, tu peux avoir des témoignages complètement farfelus. Tu peux Ok. avoir quelqu'un qui te montre une photo un peu plus ou moins trafiquée où il dit j'étais en compagnie d'Adolf Hitler ou j'étais avec un martien. Et puis Ouais. ça ressort dans le dossier parce que ça a été classé dans des dossiers. Et il y a des gens très cyniques qui ont glissé ça au milieu du reste en disant ils vont sauter dessus. Si tu veux, c'est l'équivalent de la papomobile. C'est quelque chose qui est fait pour créer une illusion, en fait. Donc, D'accord. tu montres ça, et les gens regardent pas tous les documents qui disent c'est le Mossad qui est impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Et donc, tu regardes Hitler en Argentine au lieu de regarder le Mossad derrière la gâchette qui a tué Kennedy. Et je sais pas D'accord. si c'est vrai. Je dis juste que dans les 80 000 pages de documents, il y a beaucoup plus de pages qui nous disent de regarder dans la direction du Mossad, dans la direction de la CIA, dans la direction de Lyndon Johnson, que de s'intéresser au fait de quelque chose qui n'a rien à voir avec le dossier Kennedy, OK. mais qui bizarrement est sorti dans le dossier Kennedy. OK. À qui ça profite de sortir ça dans le dossier Kennedy? Pour créer un contre-feu à autre chose. Hey Bertrand, quand on parle d'ingérence, ici au Canada, on se scandalise que les Chinois auraient intervenu dans les élections canadiennes. Aux États-Unis, on scandalise que les Russes auraient intervenu. Hey, quand on voit ça, là, comment le Mossad et l'État d'Israël et tous ces 300 milliardaires-là influencent la puissance dans le monde, c'est là qu'ils ont mis leurs intérêts. Mais c'est fou. Wow! Puis ça, personne tout le n'en monde parle, ferme non. les yeux là-dessus. Personne n'en parle. C'est une ingérence énorme. Énorme. Mais Kennedy, dans ses derniers discours, En ne parler. parlait que de ça. Hey. Et il voulait que l'EPAC soit reconnu comme un agent étranger, un agent d'influence étranger. Bien sûr. Et bizarrement, dès qu'il a été tué, Lyndon Johnson a dit non, c'est parfait, vous êtes merveilleux comme vous êtes. Et ils n'ont jamais cessé de grossir et de devenir plus puissants et plus influents. Écoute, dans des commentaires de bas étage, j'entends la réflexion suivante. Les Russes les ont mis à porte. Les Américains, quand ils ont eu leur indépendance, les ont mis à porte quelque temps et ils sont réapparus très rapidement. Ces banquiers-là, que le capitaine Place me parlait, qui dominent. Il s'est passé quoi dans l'histoire de l'humanité il y a environ 500 ans avec tous les empires coloniaux et l'Amérique? Il s'est passé quoi dans les mers de l'Atlantique qui fait que ça s'est répandu ensuite? Le gagnant de cette rivalité coloniale-là sont les Anglo-Saxons appuyés par les banquiers. Et aujourd'hui, ils dominent le monde mur à mur depuis, 500 ans. Et là, il y a les BRICS qui arrivent, qui disent là, c'est fini. Il y a Poutine et ses diplomates qui font un travail gigantesque et peut nous sauver du chaos. Mais c'est Exactement. passionnant. Hein? Et encore une fois, un petit Ah oui, je en gros. C'est dans les kiosques. Allez-y. Et surtout, abonnez-vous à mon Substack. Vous allez être passionné. Oui, je vous mets ça à l'écran. Puis ton texte sur Léon XIV. Et on continue à t'encourager. Et j'ai bien hâte, moi, quand tu vas venir au Québec, de te faire vendre du sirop d'érable. Tu vas nous signer des... Avec plaisir. Moi, je suis très impatient de venir, Carl. Oui, puis ça va être cet automne, parce que je risque d'aller te voir en premier au mois de juillet. Génial. Donc, j'ai les vacances de la construction. Il y a beaucoup de reportages à faire en France. Hein. Ah non, exactement. Je m'en vais là aussi pour découvrir plein de choses avec des collaborateurs très sympathiques et inoubliables. Bertrand, merci beaucoup. Puis on se reparle à tous, besoin, à bientôt. Merci, s'il y a Carl. s'il y a un pape qui se fait destituer ou quoi que ce soit, on s'appelle.
Merci. Bye-bye. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land and land news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.